Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le très grand plaisir d'accueillir à nouveau Emmanuel Ackermann. Bonjour Emmanuel. Bonjour Pierrot, bonjour à tous. Alors Merci de Emmanuel, m'inviter. tu es un spécialiste des arts martiaux, un grand sportif. Tu es aussi l'auteur de nombreux livres dans ces domaines. On l'avait dit la dernière fois, je te connaissais sans te connaître. J'avais tes livres bien avant qu'on se connaisse. L'entraînement du détenu, tu avais publié avec ta maison d'édition et tu avais toi-même publié Sanjin et quelques autres qui sont des livres absolument formidables. Je mets le lien ci-dessous. Vous devez les lire. Ils sont exceptionnels pour non seulement comprendre comment fonctionne le corps, l'esprit au sens du combat, mais ce sont aussi des livres d'histoire et ce sont des livres qui vous donnent, et on va en parler aujourd'hui avec ton dernier livre, ton tout nouveau livre, qui vous donne aussi des points de départ pour un entraînement fonctionnel utile. Et on va en parler justement avec la sortie du tome 2 de ce qui sera une trilogie, mais en tout cas l'entraînement du guerrier éternel qui suit ton livre précédent qui s'appelait justement Le guerrier Le éternel, guerrier éternel. que j'avais beaucoup aimé. Et ce livre, d'ailleurs, non seulement je l'ai beaucoup aimé, je l'ai terminé hier d'ailleurs, mais en plus, mes enfants, mes deux garçons, l'ont chacun, ils ont eu chacun un exemplaire en cadeau de ma part, ils l'ont lu. Même le gamin de 12 ans, il a terminé et il a adoré. Donc, tu vois, c'est pour Ah tous bah les âges. super. Donc, à 12 ans, c'est déjà un guerrier. C'est pas, il s'appelle Hector, d'ailleurs. C'est pas par hasard. Ouais, exactement, J'ai ouais. mis de l'espoir sur lui. Et, Bah, et j'ai trouvé ce livre génial. Alors, tout d'abord, revenons à ton premier tome, Le guerrier éternel. Et encore une fois, je conseille ceux qui nous regardent d'acheter les livres. Je mets le lien. Ils sont extraordinaires. C'est qui? C'est quoi le guerrier éternel? le guerrier éternel, c'est en fait le point de départ. Si tu veux, le point de départ, c'est le constat que la vie est une énorme baston, que ça se passe sur un champ de bataille à travers les différents cycles historiques où actuellement, en tant que, on va dire, homme moderne, l'homo modernicus perdu dans la jungle de la société actuelle. On est de toute façon dans un grand champ de bataille. Et tu t'aperçois en lisant les textes anciens, alors bon, évidemment, il y a les batailles, les récits de bataille, etc., etc., mais tu sens qu'il y a un mélange qui s'opère entre le côté spirituel de l'homme incarné confronté à la matière et bah il est confronté au combat. Alors le combat que tu vois sur le champ de bataille, c'est aussi un combat intérieur et on est tous amenés à livrer ce genre de combat, hein, que ce soit à travers les épreuves du quotidien, perte de boulot, la famille, maladie, etc., etc. Sans parler évidemment de l'agression dans une rue sombre. Euh, Si tu veux, on se rend compte en étudiant les textes qu'il y a un prototype de guerrier, en fait, il y en a deux, et que ces prototypes de guerriers revêtent des formes différentes, en fait. Il y a des avatars. Ça va être le guerrier japonais, le chevalier médiéval occidental, et à travers ces deux prototypes de guerriers, donc grosso modo, il y a un guerrier qui est brutal, violent, un peu incontrôlable, et puis tu vas avoir le guerrier qui est plus chevaleresque. Et ça, on retrouve ça sur des milliers d'années. On a retrouvé évidemment les traces restent dans les textes jusqu'à nos jours. Et tu as, d'après ce que j'ai analysé, une forme d'oscillation dans l'histoire entre, euh, on va dire, le prototype du guerrier chevaleresque en tant qu'homme libre qui va mettre son épée au service d'un pouvoir ponctuel, hein, et c'est un peu, on peut observer ça à travers, par exemple, les guerriers scandinaves. Un guerrier scandinave, c'est un type qui est capable c'est un fermier, c'est quelqu'un qui est un homme libre, c'est quelqu'un qui vote au Ting, qui va suivre un chef si ce chef, s'il estime qu'il vaut le coup, et il peut le retirer aussi, voilà, comment dire, sa couronne de chef, s'il fait plus l'affaire, tu vois. Et en fonction de l'histoire, on a une oscillation. Et si tu prends la Rome antique, bah là, on vire vers le soldat. Donc le soldat complètement inséré dans une hiérarchie au service d'un pouvoir supérieur qui contrôle pas. Et ça évolue tout le temps. Pendant le Moyen Âge, le chevalier médiéval, c'est avant tout
un guerrier qui va être mu par comment dire, des sentiments supérieurs, tu vois. Et donc, cet avatar du guerrier, on le retrouve à travers l'histoire. Donc, j'ai pris plaisir à l'étudier et à le mettre en valeur dans mon premier tome, parce que ça m'apparaît être, à une époque où on n'a plus de base, où les gens confondent tout. Alors soit tu es dans la matérialité totale, tu veux faire du fric ou imposer ta volonté à l'autre, soit tu es dans la spiritualité sirupeuse de bazar, genre namasté. Et en fait, c'est parce que c'était juste faible et incapable de rien faire. Et en fait, moi, j'ai fait le lien entre ces différents courants pour montrer que, bah non, il suffit de relire la Bhagavad Gita. Et ce texte fait écho à d'autres cultures également, hein, ça fait partie du patrimoine de l'humanité, et notamment des Indo-Européens, pour se rendre compte que, bien, on peut être à la fois un guerrier, mu par des sentiments chevaleresques, avoir un respect de l'environnement, des choses, des gens, etc., s'inscrire dans une dimension spirituelle, et en même temps aller à la baston, quoi. Voilà. Et Alors, justement, dans le tome 2, tu commences le livre dans la première partie pour montrer que l'homme moderne, justement, il est tout sauf un guerrier. En fait, il n'est pas grand-chose, il est surtout très faible. Et donc, c'est assez à la fois délicieux de le lire, mais en même temps, c'est un triste constat de voir que nous sommes des rikiki par rapport à nos ancêtres. bah, c'est lié à l'environnement, c'est lié à l'évolution, c'est lié à plein de choses différentes en fait. Je pense que même que ce soit physiquement ou spirituellement, on a oublié qui on était. Voilà. Et aujourd'hui, on voit bien que l'instrumentalisation de la peur, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, hein, voilà, qui a travaillé sur le sujet abondamment, on va dire, fait en sorte que on soit toujours mis dans ce sentiment d'insécurité permanente et qu'on oublie la force dont on dispose à titre individuel. On a toujours tendance à oublier, et j'aime bien prendre des exemples qui sont assez parlants. Tu vois, la plupart des gens sont rassurés quand ils font partie du groupe, et en même temps, parce qu'ils se disent, bon, si le groupe fait ça, c'est que le groupe a raison. Mais en même temps, la société humaine est pyramidale. Et quand tu vois un Elon Musk, par exemple, il n'y en a pas 50, il y en a qu'un. Et si ce type-là était rassuré en étant dans le groupe, jamais il serait Elon Musk. Mais à titre individuel, on a tous ces capacités-là. Que ce soit d'un point de vue mental, spirituel ou physique, on a tous ces capacités de retrouver une assise qui nous permettent de dire non, tout simplement. C'est-à-dire votre narrative, j'y crois absolument pas. L'instrumentalisation de la peur, c'est-à-dire je suis capable de sortir et de m'observer de l'extérieur, de me dire oui, on est en train de me faire réagir émotionnellement. Ok, j'appuie sur pause, parce qu'on est tous sujets à ça, tu vois. Même le guerrier sur le champ de bataille, les textes l'ont montré. Ils sont pris par la peur, ils sont pris par le doute, mais ils arrivent à surmonter ça. Et aujourd'hui, on n'est pas différent de ces gens-là. La seule chose, c'est qu'on a oublié qui on était. On a oublié de quoi on était capable. On a oublié vraiment qu'à la base, on est des êtres spirituels incarnés. Et c'est pas anodin de le dire parce que quand on s'extrait de cette matérialité, on est capable de choses extraordinaires. Et quand tu vois aujourd'hui, bon, je t'apprends rien, hein, quand on regarde l'état du monde, l'état de faiblesse dans lequel on nous plonge et dans lequel on veut bien rester, fait que on n'est pas en mesure d'inverser les processus, alors qu'on serait parfaitement capable de le faire. À chaque fois dans l'histoire, c'est toujours une minorité agissante qui modifie tout, c'est toujours un type qui va cristalliser autour de lui une volonté de changement, alors en bien ou en mal, c'est pas le problème, je suis pas là pour juger. Donc moi je juge juste l'incapacité dans laquelle on se complaît en fait, et qui est comment dire qui est designé hein, par le confort ou le pseudo-confort, etc. Mais tout ça, ça s'accompagne de perte de sens, en fait. Et c'est pour ça que j'essaye à travers ces ouvrages, de redonner une direction. Moi, je suis juste un éclaireur, j'invente rien. Je vais chercher dans les textes. Je dis oui, on peut être un guerrier et avoir une dimension spirituelle. Et oui, on a un devoir de se positionner, on a un devoir d'agir et d'action. Et quand tu vas au-delà de ça, tu te rends compte que l'action va prendre le pas sur la peur, d'un point de vue, il y a plein d'explications hormonales, etc., qui font que il y a une logique dans tout ça. Et donc, il faut accepter son positionnement et de se dire, bah oui, on n'est pas différent de ces gens-là. Effectivement, ils sont capables de trucs incroyables. À partir du moment où tu crois que c'est possible, tu peux le faire aussi.
Et c'est ça le message des anciens, et c'est important. Et dans ce livre, par exemple, alors évidemment, j'ai montré beaucoup comment dire, de faits relatés ou d'exploits incroyables de nos ancêtres, mais on a aussi, par exemple, aujourd'hui des sportifs, et j'ai clôturé le livre là-dessus, par exemple, qui sont capables de trucs incroyables. Et on sait bien que dans le domaine sportif, par exemple, il suffit qu'un record qui n'a pas été dépassé depuis très longtemps tombe pour que dans l'année ou les 2 ans qui viennent, il soit laminé ce record. Donc ça veut bien dire ça en fait, c'est qu'on est capable de beaucoup plus que ce que l'on croit. À partir du moment où on arrive à surmonter ses peurs, à partir du moment où on arrive à se rappeler qui on est vraiment et d'où l'on vient. C'est Voilà. l'effet, c'est un effet qui avait été fait avec le mile à Cambridge, je crois, hein. C'est ça l'effet du nom j'ai oublié le nom. Tu en parles, je crois, si je me souviens bien. C'est euh, lorsqu'on a passé la première fois le mile, le record du mile qui avait Ouais. été à Cambridge, qui en fait il y a un cours. Eh bien, quand ça a été passé, bah, dans l'année, plusieurs l'ont passé également. C'est un Oui, effet exactement. qui est connu dans Et le là où sport. c'est extraordinaire, c'est que je ne sais plus quelles études avaient été faites en ce sens, c'est que ça montre un peu l'interconnexion. Alors là, on va vers un côté un peu plus spirituel, mais il y a une forme d'évolution qui s'opère à partir du moment où dans un endroit, des gens sont capables de certaines choses. Ailleurs, il y a aussi une forme de connexion et une élévation. Et bon, aujourd'hui, dans le monde moderne hyper connecté, c'est vrai qu'on va plutôt vers l'involution, on va plutôt vers la descente. Et plus les zones descendent, plus les autres sont enclins à descendre aussi également. Malheureusement, hein, ça C'est va dans ça, les deux, c'est dans les ça. deux sens. Donc C'est voilà, je pense que comme ton travail hein, de ton côté, c'est ça aussi, c'est de montrer effectivement que on a été autre chose, plutôt que de regarder vers l'avant en s'angoissant avec l'IA, la robotisation qui est un fait, hein, il faut le prendre en considération. Mettons un coup d'éclairage sur le passé pour voir que les schémas humains sont toujours les mêmes. Il y a eu des réponses qui ont été proposées à certaines époques, des choses qui ont fonctionné, des gens qui ont été capables de trucs incroyables. Et on est les héritiers de ces gens-là. Donc voilà, c'est aussi une note d'espoir importante, il me semble, à souligner aujourd'hui. tout à fait, c'est l'effet Bannister. Et je devrais le savoir parce que il sera dans j'en parle dans mon prochain livre dont tu as fait la préface et qui sortira, j'espère, cette année. Et d'ailleurs, en parlant de ce dysgénisme, de cette dévolution, et parce que tu aimes l'histoire d'ailleurs, tu nous parles de Darwin contredit assez longtemps. J'ai bien aimé cette approche de l'involution physique voilà, on est en train d'inverser l'évolution qui va avec nous depuis des centaines de milliers d'années. Oui, exactement. Bah, en fait, le problème. Alors, bon, on va pas rentrer dans des considérations. Comment te dire? D'ailleurs, Darwin aujourd'hui est très controversé. Il y a effectivement la part d'évolution indéniable. Maintenant, sans entrer dans des considérations, on va dire, plus philosophiques, entre les créationnistes, etc., charge, force est de constater que il y a une involution manifeste, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit spirituel ou moral, on va dire, il y a une involution qui est manifeste. Alors on trouve évidemment dans l'histoire plusieurs exemples de gens et d'athlètes, de personnalités, on va dire, hors normes, qui ont été, qui sont l'auteur de records incroyables. Mais il n'y a pas que ça. Donc je parle dans l'ouvrage, effectivement, de la médecine. Alors ça, c'est peut-être un truc assez, comment dire, il faut pas cracher sur le monde moderne tout le temps, hein, je veux dire, et notamment en termes de gestion de douleur. On est content aujourd'hui de pouvoir avoir quelques antidouleurs lorsqu'on se retourne un ongle, tu vois ce que je veux dire? Alors que quand on voit ce que t'es capable d'encaisser nos ancêtres, Ouais. je sais pas si ça t'est arrivé en visitant un musée enfin, j'ai visité un musée de la torture une fois. Oui. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai eu l'occasion de voir aussi des instruments de médecine et de chirurgie aussi du Moyen Âge. Bon, on sait plus à quoi ça. Enfin, c'est pareil, quoi. Tu vois, grosso modo. Et torture ou soin, il faut dans les deux cas rester en vie, hein, survivre aux soins. Et donc C'est tu te dis clair. bon, enfin, je sais pas, moi, il n'y a pas besoin de remonter jusqu'à l'âge de l'os. Tu vois
les soldats de Napoléon qui se faisaient opérer, et c'est pas si vieux que ça, bon, tu te dis, les mecs, il fallait quand même qu'ils aient des baloches bien accrochées, quoi, À tu vois. vif. Ah bah, ouais, ouais. Et est-ce qu'on est capable aujourd'hui, alors que pourtant on a la même génétique, tu vois, je parle de ça aussi, parce qu'après on dit, bah oui, mais bon, génétiquement, ceci, cela. Non, non, c'est pas vrai. On se confronte à un environnement, ça c'est le principe de la musculation, hein. Si je Ouais. veux prendre en force, il faut que je me confronte à quelque chose de lourd, donc ça implique une souffrance pour grandir. Et je pense que dans un environnement qui est trop aseptisé, édulcoré, on nous enlève cette capacité de résistance et de croissance. Et on voit bien aujourd'hui que la facilité, par exemple, des réseaux sociaux, enfin, les gens se contentent maintenant de scroller des vidéos de 3 secondes sur TikTok. C'est beaucoup plus facile que d'ouvrir un bouquin et d'avoir une lecture active et de progresser. Donc, ce constat-là, il s'étend à tout, hein, que ce soit physique, mental, voilà. Je veux dire, malheureusement, c'est un état de fait, hein. Alors justement, ce que tu fais de très valable et de très utile dans ce livre, c'est de nous parler de l'entraînement. Parce qu'une fois qu'on a vu l'histoire, et tu parles beaucoup de l'histoire des guerriers, à travers les âges, à travers les cultures, en Rome, Grèce, Rome, l'Inde, le Japon, bien sûr, le Moyen Âge, eh bien, tu reviens à l'entraînement basique sur la force, la vitesse. Et je rappelle hein, aussi que tes livres sont illustrés, tu rajoutes toujours ces dessins pour lesquels tu as du talent, et en plus quelques photos d'archives intéressantes voilà, de l'Antiquité. Et donc, l'entraînement, c'est un peu ta spécialité, c'est un peu Mhm, ce dont tu parles. D'ailleurs, tu as une formation sur le site pierrot.com sur l'entraînement fonctionnel pour développer un physique utile et fonctionnel. On va en parler sur à quoi ça sert. mhm. Donc, tu nous donnes des pistes d'entraînement assez précises. Oui, si tu veux. Bon, de formation, bon, j'ai la double, on va dire, j'essaye d'être un peu holistique, mais depuis toujours dans ce que je fais. Et donc, il y a la dimension intellectuelle. Bon, j'ai fait des études d'histoire, hein, voilà. En parallèle, j'ai eu une carrière dans le domaine sportif, c'est-à-dire que par l'intermédiaire des arts martiaux et de la préparation physique, j'ai eu des clubs de karaté. J'ai préparé des gens physiquement, alors que ce soit dans le fitness pur ou alors dans la préparation physique plus spécifique, à base de musculation, de travail cardiovasculaire, etc. Des domaines dans lesquels je suis diplômé aussi, hein, bon voilà, parce qu'il y a quand même maintenant bon, beaucoup de, entre guillemets, de gens qui font tout et n'importe quoi, donc je sais de quoi je parle. J'ai édité plusieurs ouvrages et j'en ai écrit moi-même. Hein, tu rappelais l'entraînement d'un détenu quand j'étais éditeur en France. Mais j'ai aussi une collection d'ouvrages perso qui couvrent l'entraînement cardiovasculaire, la force, l'entraînement au poids de corps, enfin plein de choses. Mais il n'y a pas que seulement que ça. Par exemple, dans Sanshin, effectivement, j'inclus toujours cette dimension spirituelle, mentale, mais également liée à l'environnement, parce que c'est fondamental. Je veux dire, comme je le dis toujours, si c'est bien beau de parler de boire du thé vert, de faire de la muscu pour être en forme. Et puis le moindre guignol qui t'invite à t'injecter un poison, bah voilà, tu dis ah bah oui, ok, parce qu'on me l'a dit que c'était bien. Enfin, il faut être cohérent. Il faut être cohérent avec soi-même. Donc, et si tu veux, dans ce cadre-là, par rapport alors c'est lié aussi aux arts martiaux. Comme tu le dis, j'ai toujours adoré l'histoire, mais par rapport aux arts martiaux, on a une dimension entre guillemets traditionnelle. Alors, tu le dis justement, je me permets une citation, l'entraînement est un acte de liberté et d'insoumission. Et je suis bien d'accord. Voilà, c'est un de mes mantras. Et j'ai aussi alors celui-ci c'est de moi, et j'ai aussi celui de mon grand-père que j'ai en héritage qui dit sois fort, tout le monde compte sur toi, mais toi ne compte sur personne. Voilà. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et donc effectivement, dans le cadre de mon travail de recherche et effectif, j'ai toujours mis un coup d'éclairage, si tu veux, sur le passé parce que je considère que on a un legs qui a une grande valeur. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas forcément l'interpréter. Moi, par rapport aux arts martiaux, c'est flagrant. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas vraiment ce qu'ils pratiquent, tu vois, et qui voient pas l'intérêt de certains exercices, de certaines pratiques, etc. Et il y a un peu un flou comme ça qui s'opère. Et c'est dommage parce que on trouve dans la tradition
nos ancêtres sont loin d'être débiles. La notion scientifique, c'est une chose, mais il y a la notion aussi d'expérience personnelle. Et c'est surtout celle-là qui fait la différence. Parce que si tu veux, moi-même, j'ai travaillé avec des études scientifiques, et tu vois bien que l'étude scientifique du jour contredit celle de la veille, et que celle de l'après-demain sera encore différente. Donc quand tu travailles dans le domaine physique, c'est du concret. Est-ce que ce que tu mets en place, ça fonctionne? Est-ce que tu es performant? Est-ce que sur la durée, euh, ça tient la route? Parce qu'il y a aussi la dimension santé, si tu veux. Moi, je vois bien, pour prendre le parallèle avec les arts martiaux, parce que c'est assez parlant, hein, on est dans du concret, du physique, là, on n'est pas dans du philosophique. T'as des gens qui gigotent, alors c'est bien, ça leur fait du bien, mais ils sont pas efficaces. Concrètement, tu les mets face à un boxeur, c'est compliqué. T'en as d'autres qui sont très très bons, mais dans le mode d'entraînement, ils se fracassent. Ils arrivent à 40 balais, ils ont une hanche en titane, tu vois. Voilà. Et donc, si tu veux, moi, dans mon approche, je me dis, qu'est-ce qui s'est fait à l'époque? Quel est le message des anciens? Quel est l'exercice dont j'ai hérité et j'arrive pas encore à comprendre vraiment à quoi il sert? Et il y a un truc qui est important, c'est que quand tu penses aux anciens, quand tu penses à l'état d'esprit et au mode de fonctionnement de l'esprit des anciens, on a affaire à un esprit qui est holistique. Tu vois, aujourd'hui, on va tout segmenter. On travaille le cardio d'un côté, on va travailler la muscu de l'autre, on va travailler l'endurance. Tout est segmenté. C'est comme le marketing. Alors on commence à revenir un petit peu de ça avec des disciplines comme le CrossFit par exemple qui ont j'étais un des premiers à en parler en France avec Cardio Force où on dit ben non on peut avoir un physique athlétique d'enfer en travaillant à la fois le cardio en même temps la force alors que depuis les années 70 le bodybuilding américain nous apprenait à faire des mouvements de congestion du muscle et surtout pas trop de cardio pour prendre en volume et on s'aperçoit qu'on peut avoir un corps d'athlète en faisant du cardio et de la force en même temps. Ça veut Ouais, dire quoi? Ça veut dire que le message des anciens, il est totalement valide. Et ça, tu peux l'étendre à plein de domaines, hein, comme je l'ai montré dans un de mes ouvrages sur les applications de combat des katas de karaté. Euh, il faut considérer le travail physique, mental et spirituel comme un tout. C'est un couteau suisse. Voilà. absolument. Tu peux utiliser plein d'outils différents et c'est un seul outil au final. Et donc, il faut bien distinguer les choses. Et donc, moi, je travaille énormément avec les pratiques anciennes pour comprendre comment nos anciens pratiquaient. Et effectivement, dans cet ouvrage, je donne des pistes d'entraînement qui sont intéressantes parce que quand tu prends le mode d'entraînement on va dire des Romains avec la tétrade, c'est déjà une préfiguration de la planification de sportive moderne sous forme de cycle. Donc tu dis, bon, ça a 2000 ans. Bah oui, mais les mecs, ils avaient déjà compris que tu peux pas t'entraîner comme un barbare tous les jours. Il faut des phases de repos, il faut des phases, des cycles différents. C'est comme ça que tu progresses, c'est comme ça que tu te préserves. Donc on a effectivement dans le passé et aujourd'hui, par exemple, à travers les recherches que j'ai faites et dont je parle dans cet ouvrage, il y a le travail sous forme d'endurance, le travail des fascias, hein, les tissus mous, tendons, ligaments, etc., qui a une énorme importance et qu'on effleure à peine aujourd'hui. Donc le travail en isométrie également, qui est très très important. Alors ça a été utilisé par exemple dans les années 70 dans des exercices de force, mais on n'est pas allé plus loin. Bruce Lee utilisait pas mal les exercices d'isométrie. Moi-même, j'en ai incorporé dans mon entraînement perso. Et c'est vrai que on se dit, dis donc, ils étaient quand même pas cons nos anciens. Voilà. Donc, comme dit encore une fois, une époque de perte de sens. Alors c'est bien, il y a une volonté. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'inscrivent dans les basic fit, etc. Mais ils restent trop sur le côté visuel. Et puis la dérive vers les produits, vers la chimie, c'est vraiment quelque chose Mhm. qu'il faut condamner, il faut alerter à ce niveau-là. Et puis on est encore dans un système de béquilles. Voilà, le message des anciens, c'est toi, ton corps, quasiment pas d'accessoires, quel que soit l'environnement, au contraire, environnement de merde, eh bien, tu vas l'utiliser cet environnement pour grandir, pour Ouais. t'affermir, etc. On n'a pas besoin d'une salle avec des équipements chromés, etc., etc. Donc voilà, oui, il y a beaucoup d'exercices et j'en détaille pas mal à travers l'entraînement des chevaliers, je fais référence aux moines Shaolin également, hein, à travers des ouvrages des années 30. On a eu la chance à cette époque-là, dans les années 30 en Chine, on a eu quelques ouvrages qui ont été édités
Et donc, alors tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais on a effectivement, parce qu'il y a toujours une part de mythe, une part de réel, mais quand on a un peu l'habitude de travailler sur le physique, on comprend qu'il y a des perles. Voilà, et donc c'est à intégrer aujourd'hui dans notre propre training. Et comme dit, dans un état d'esprit de résilience, eh ben, on n'a pas besoin d'une salle surdéveloppée, au contraire, quoi. Je veux dire, on fait plein de choses. Avec ne serait-ce que une masse hein, pour remplacer la Gada si on veut s'entraîner comme un guerrier d'Inde ancienne ou même d'Iran, enfin de Perse. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à faire à titre. C'est un voyage, c'est passionnant en fait. Bien sûr, et c'est ce qui rend ce livre, je trouve que c'est un compagnon indispensable pour toute personne qui fait de la culture physique ou du sport, ou pour nous autres, les survivalistes qui essayent d'être, malgré l'âge et malgré les penchants vers la bonne chair et l'hédonisme, ce qui est mon cas, qui essayent de maintenir une forme physique et, comme je dis toujours, malgré tout une santé en longévité, en bonne santé. Et c'est par ça que tu termines ton livre et la capacité à combattre. Parce que la vie est un combat, tu nous en parles beaucoup dans ce livre, et c'est un peu la conclusion de ton livre, Combattre pour être libre. Et tu prends beaucoup à travers les différents chapitres l'exemple de Spartacus, qui est quelqu'un qui a servi d'exemple à beaucoup de gens, et à juste titre, et qui nous fascine et qui a une histoire quand même incroyable. Tu nous parles de ce parcours. Et donc, nous sommes potentiellement dans ce monde d'esclavage des Spartacus. Exactement. Que dire d'autre par rapport à ça? Je veux dire, tout a été fait déjà dans l'histoire et justement le coup d'éclairage que tu mets sur les événements historiques comme ceux-là éclaire le monde moderne, puisque il n'y a rien qui change. Au final, la nature humaine est toujours la même. Il y a que juste le décorum et les outils. Enfin, je veux dire, si tu prends une scène de la vie quotidienne sous la Rome antique, il y a de fortes chances que le type mette sa toge, enfile ses sandales, prenne sa femme pour aller manger au restaurant du coin et toi, tu feras exactement pareil. Tu vas mettre un costume, une paire de chaussures Weston, euh, prendre une voiture, lui, il prendra une carriole. Qu'est-ce qui change en fait? Donc tu vas retrouver les mêmes volontés, si tu veux, de domination, de besoins comment dire, naturels à satisfaire, de pulsions. Voilà, on retrouve exactement les mêmes schémas, mais ce qui veut dire que on a aussi, par rapport à ces histoires anciennes, les mêmes capacités que nos ancêtres. Il y a toujours des gens qui se lèvent contre l'ignominie de ceux qui en veulent toujours plus, qui vont comprendre qu'ils ont une force en eux qui amène finalement, qui drive d'autres personnes dans cette même direction. Voilà, je veux dire, une fois qu'on enlève toutes les béquilles modernes, parce que ça c'est quand même, notre monde moderne est quand même assez fort pour ça. On nous a vendu le confort, la facilité, etc. Mais même paradoxalement, tu vois, ça s'accompagne d'une perte de sens. Mm. Je vois aujourd'hui que, par exemple, beaucoup de gamins retournent vers la religion. Et oui, parce que l'humain étant ce qu'il est, on peut pas enlever un truc. La religion officielle actuelle aujourd'hui, c'est la science. Voilà, je veux dire, tu vois des gens qui défendent becs et ongles la science parce que on a tous besoin de se raccrocher à quelque chose. Est-ce que c'est condamnable? Non, c'est juste normal, c'est juste c'est inhérent à la nature humaine. Donc les jeunes reviennent à la religion, alors quelle que soit la religion, hein. Pourquoi? Parce qu'on a toujours on est en recherche de sens et le monde moderne nous coupe du sens du sacré. Avant, le monde était sacralisé. L'entraînement de l'individu, eh bien, était lié à sa survie dans un environnement qui pouvait être difficile. Déjà, l'entraînement physique, c'est pas pour être beau devant un miroir, c'est être capable de chasser pour se nourrir, c'est être capable de se défendre. Donc, l'entraînement au sport de combat fait partie intégrante de la préparation physique globale. Voilà. Quand tu cours, c'est parce que tu veux choper une gazelle, ou que tu te sauves parce que ils sont 15 et toi t'es tout seul. Quand tu portes des pierres, enfin voilà, tu construis une maison, mais c'est aussi pour balancer sur la tronche du gars qui veut te voler ta femme ou tes biens. Voilà, je veux dire, il y a rien qui change, et donc il y a effectivement le combat fait partie intégrante
de la préparation physique et tu ne peux pas séparer les deux. Et et il y a des valeurs vraiment, il y a des perles à trouver là-dedans parce que même en termes de compréhension de soi, il y a rien de meilleur si tu veux. Alors s'il y a peut-être les marchés financiers parce que tu es confronté à tes émotions, tu es Mm. confronté à tes biais, tu es confronté à des choses qui sont viscérales et tu apprends beaucoup sur toi. Donc voilà, et après, bon, pour en revenir à Spartacus, c'est vrai que le point de départ de l'ouvrage, c'était une visite dans un musée. Bon, en Bulgarie, il y a effectivement beaucoup de... C'est une civilisation très très ancienne, hein, on remonte à plusieurs milliers d'années, même avant Jésus-Christ. Et Mhm. puis il y a eu les Thraces, il y a eu les Romains, etc. Et tu te dis, bon, quand tu vois les vestiges comment dire, d'armure, tu te dis, les mecs étaient pas, enfin, 1,50 m, quoi, tu vois, 1,60 m, c'est un peu comme les samouraïs. Mais C'est bon, ils vrai. sont capables de te mettre une pâtée incroyable. Alors, pas dans le cadre d'un match organisé, machin, mais enfin, voilà, Enfin, Spartacus, il l'a payé très cher, hein, sa rébellion, hein. Et il y en a eu d'autres, hein. Avait-il le choix de toute façon? C'est ça qui est fascinant, c'est que mourir après quelques années de liberté et de combat, c'est peut-être mieux que mourir en tant qu'esclave sous le joug d'un maître qui décide du jour au lendemain qu'il n'a plus besoin de toi. Exactement. Et si tu fais le parallèle avec le monde moderne, qu'est-ce qui nous attend tous plus ou moins? C'est de mourir sur un lit couvert de pisse parce que t'as chopé un cancer. Tu Parce que tu vois, t'es fait injecter avec un truc qui accélère par exemple, la prolifération des cellules cancéreuses. voilà, par exemple, et tu te dis, bah non, j'ai jamais bougé parce que il fallait pas faire de vagues. J'attendais le samedi avec maman pour regarder un match insipide. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux mourir dans une fulgurance comme nos ancêtres pour des valeurs qui en valent le coup, tu vois? Je veux dire, Ouais. Comme disait le Kurgan dans Highlander, voilà, il vaut mieux brûler que que disparaître. disparaître petit à petit. Il vaut mieux mourir que disparaître. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'est ça en fait. Et donc le message de ces anciens, c'est tout simplement ça. C'est on est inscrit dans un univers où on est sans cesse, euh, où on doit sans cesse lutter. Mm. Donc on se forme physiquement à ça, ce qui nous renforce aussi mentalement, parce que la lutte prend différentes formes. Et aujourd'hui, même si on n'a pas à combattre dans la rue tous les jours, tu dois lutter contre l'administration, contre des problèmes personnels, etc. Donc c'est quand même, c'est une lutte, c'est toujours une lutte. Bien Et sûr. il faut rester debout. Voilà, tout simplement. Et c'est à travers ces phases difficiles que tu grandis et que tu te réalises et que tu trouves du sens finalement dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Et donc c'est ce que j'essaye de transmettre, un message qui est pas le mien, qui est un message qui est véhiculé par nos ancêtres et que je mets en valeur à travers mes ouvrages pour dire bah si t'es paumé, regarde ce qu'il a à dire. Voilà. Ouais. Tous, si tu veux, même dans le premier ouvrage, que tu prennes Napoléon, que tu prennes, c'est des gens qui ont conscience de leur mission et qui ont conscience qu'il y a une chose qui les dépasse. Et donc, ils font le taf. Voilà, Ouais. parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et en même temps, ils se réalisent, voilà, je veux dire, ça me paraît être intéressant dans une période comme la nôtre, justement. Alors, il y a effectivement les petites histoires, se dire, ah tiens, il y a des types qui étaient capables de soulever tant. Voilà, tu dis, putain, ils étaient capables d'endurer telle souffrance, etc. Ah oui, tiens, ce mode d'entraînement, c'est génial parce que, voilà, il y a des gens j'ai des témoignages de gens qui me disent, ah ouais, putain, je savais pas comment m'entraîner d'un point de vue fonctionnel parce que c'est un peu vaste, il y a le brouillard. Là, j'ai une feuille de route. Ouais. Voilà. Et bah oui, regarde ce que faisaient nos ancêtres, puis après, continue à piocher. Il y a des exercices, il y a des façons de faire. Il y a une attitude à avoir vis-à-vis de l'entraînement, vis-à-vis de la vie. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est une forme de méditation active, l'entraînement aussi. Et ça, c'est pas, je crois, j'en avais parlé même dans un de mes premiers ouvrages en 2009, tu vois. Je veux dire, c'est le message des anciens maîtres d'arts martiaux. Tu ritualises ton entraînement, tu rentres en connexion avec toi, avec l'environnement, et ça t'enrichit aussi spirituellement. Voilà, on n'a pas besoin spécifiquement d'entrer dans une église ou de se raccrocher à une religion quelconque voilà. Mm. On a tout, si tu veux, à l'intérieur. On a hérité de beaucoup de choses. Encore faut-il retrouver les clés pour comprendre, tout simplement. Et ces clés, je les trouve dans l'entraînement du guerrier éternel. Je trouve ce livre exceptionnel avec
le premier également, et puis bien sûr Apocalypse 2030 que tu avais sorti avant. Ces livres, je mets le lien ci-dessous pour tous ceux qui voudraient les lire, et je vous conseille de le faire. Et puis voilà, on attend le tome 3 qui sera peut-être pas tout de suite, mais qui viendra. Je travaille dessus, Euh, je travaille dessus. c'est vraiment quelque chose. Et puis, voilà, s'entraîner pour résister, s'entraîner pour survivre, s'entraîner pour vivre debout, c'est fondamental et je vous conseille ces livres. Emmanuel, merci beaucoup. Eh ben, merci à Et toi, puis, Pierrot. Et puis, le message qu'on peut délivrer aussi à travers ces ouvrages, c'est faites pratiquer, hein, parce que on pratique aussi pour se sentir bien, pour s'intégrer dans un environnement qui retrouve du sens. Il y a plein de choses qui se passent, hein, de toute façon, au niveau hormonal, etc. Voilà, il n'y a pas besoin de se faire un entraînement de barbare, il faut être régulier. Hein, moi, je m'entraîne depuis toujours. Je suis comme tout le monde. Des fois, j'ai des baisses de régime. Et ben, je démarre lentement. Et puis après, une fois que la température monte et puis que l'eau bout bien, que le chaudron commence à chauffer, bah, je pousse la machine. Voilà, c'est un moment de partage avec moi-même, avec l'environnement, et je me sens en phase. Et j'espère pouvoir faire ça encore très très longtemps, jusqu'au bout, hein. Et donc c'est le message que j'essaye de passer, c'est que parfois on est dans un environnement où on se sent oppressé. mhm, Eh bien l'entraînement c'est un acte de libération et d'insoumission aussi. Voilà, vous m'aurez pas, je vais transmuter mes énergies négatives dans quelque chose de positif. Voilà. exactement. Emmanuel, merci beaucoup. Merci à toi Pierrot. À très bientôt et préparez-vous. À bientôt.